On poursuit avec le témoignage de Charline, qui est cadre de santé et qui va nous parler de son travail de mémoire. Bonjour à tous, je suis Charline Léger, je suis cadre de santé et moi j'ai travaillé l'année dernière sur mon mémoire sur l'accompagnement des professionnels neuroatypiques en service de soins. Pour vous faire rapidement mon parcours, je suis cadre de santé de filière infirmière. J'ai travaillé à la PHP à Paris, dans le sud-ouest sur le centre hospitalier de Pau. Et sur les HCL à Lyon, j'étais rattachée à l'IHOP, l'hémato-oncopédiatrie, puis actuellement je suis cadre de santé au sein d'HEH au bloc d'urgence. Donc, je vais vous présenter la situation d'appel qui m'a conduite à travailler sur ce sujet, l'enquête que j'ai faite et quelques enrichissements, une petite proposition de plan d'action, une conclusion. Albert Einstein a dit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle que nous avons utilisée pour les créer. » Alors ça fait écho à la neuroatypie puisque ça nous permet de réfléchir les choses autrement. La situation d'appel, c'est lorsque j'étais faisant fonction cadre de santé en service d'hôpital de jour et j'avais une équipe d'infirmières, mais aussi une équipe d'auxiliaires de puériculture qui était 3, les auxiliaires de puériculture. Et sur cette équipe de 3, j'avais une professionnelle avec des troubles mnésiques acquis suite à un accident et une autre avec un TDAH. Et puis la troisième, elle faisait ce qu'elle pouvait. Ça a amené des situations conflictuelles, ça a amené des incompréhensions. Pour pouvoir accompagner la professionnelle avec des troubles mnésiques, on a établi des listes de tâches toutes ensemble et surtout on a parlé. On a ouvert le dialogue, on a échangé. Moi, j'ai cherché à les amener à communiquer sur leurs difficultés propres. Et puis, dans tous les cas, voilà, il n'y a rien de magique, ça n'a pas été magique. J'ai tenté des petites choses et c'est une situation qui m'a conduite à me poser plusieurs questions. Et la question qui m'a amenée à mon mémoire, c'est en quoi le management du cadre de santé dans l'accompagnement d'un professionnel en situation de handicap cognitif peut-il favoriser son inclusion et la dynamique collective au sein d'un service de soins. C'est un peu pompeux, mais... Alors oui, nous sommes plus forts ensemble, avec toutes nos différences. Pour ce travail, après une grosse partie de lecture, de littérature, j'ai mis en place une méthodologie avec un questionnaire en ligne et des entretiens semi-directifs. Bon, j'ai fait un peu trop d'entretiens. Je regarde ma directrice de mémoire qui est dans la salle. Voilà, j'ai rencontré 15 personnes, on en a retenu 9. J'ai rencontré des experts, des cadres de santé et des professionnels neuroatypiques. Les personnes en plus, c'était surtout des cadres supérieurs de santé parce qu'il est vrai que j'ai cherché à rencontrer des cadres qui avaient été confrontés à l'accompagnement de professionnels en situation... de professionnels neuroatypiques. Et il s'avère que ces professionnels-là, ou en tout cas ceux qui ont été diagnostiqués, qui sont identifiés, ont des parcours très atypiques, sont souvent sur des postes transversaux, sur des 50% là, 50% là, avec des accompagnements bien particuliers, ce qui fait que dans beaucoup de structures, ce sont les cadres supérieurs de santé qui vont en fait les accompagner parce qu'ils vont être transversales à plusieurs niveaux et en plus ils vont pouvoir faire le lien avec tous les accompagnements mis en place. Alors il en est ressorti plusieurs éléments. Le gaslighting, ça c'est le fait ça fait écho au film Gaslight, c'est le docteur Rovol qui m'avait fait le lien avec ça. C'est le fait de rendre pathologique un comportement à force d'insister, la personne finit par se dire qu'elle est folle et que ce n'est pas normal et qu'elle n'est pas adaptée.
Et puis, en parallèle de ça, le super pouvoir, parce que les professionnels neuroatypiques, eh ben, ils reconnaissent leurs capacités, leurs compétences spécifiques comme des super pouvoirs. Donc ça a un côté un peu plus positif. Et enfin, le management tricoté, comme je l'ai appelé, parce qu'en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que les cadres de santé ont essayé de mettre en place des choses, des petites choses au quotidien, des observations, des échanges, essayer de comprendre, des recherches sur Google, essayer de trouver un peu des liens avec tout le monde et avec leur expérience, parce que très souvent, ils se retrouvent un peu seuls face à ça pour gérer la situation. Alors, ça arrive très souvent que ce soit plutôt des professionnels pas forcément diagnostiqués, mais avec des difficultés liées à une neuroatypie sous-jacente. Et ce qui en ressort dans ce management tricoté, c'est une approche temporelle, donc de prendre le temps d'observer, de tenter des choses, puis de revenir en arrière, on évolue, on adapte son management. En tout cas, tout ce management tricoté qui est mis en place par le cadre de santé amène une charge émotionnelle assez importante, une implication du cadre de manière assez conséquente qui va être en mouvance permanente et pas trop savoir sur quel pied danser. Ça crée des tensions, ça crée des paradoxes. En tout cas, la nécessité, comme l'ont déjà dit les professionnels avant moi, d'ouverture de la parole, de formation, de sensibilisation, et ressort de manière prioritaire dans les milieux professionnels de la santé. Et d'autant plus que le milieu hospitalier, c'est un milieu très rigide, très procédure, très process, où il faut absolument appliquer le process comme il est demandé. C'est réglementaire, mais pour une personne neuroatypique, ça peut être difficile à comprendre, ça peut être difficile à mettre en place, ça peut être difficile par moment, en tout cas, de se plier à la règle. Alors voilà quelques résultats de mon questionnaire. J'ai une centaine de répondants, j'ai pu en analyser 78, donc tous managers de santé confondus, faisant fonction, cadre de santé, cadre supérieur de santé. Ce qui en ressort prioritairement, c'est que 71% estiment qu'il est possible d'adapter les missions. 77% perçoivent des impacts sur l'inclusion des professionnels en situation de handicap. Et 48% ne sont pas sensibilisés. Et je leur ai également demandé dans ce questionnaire de définir ce qu'était la neuroatypie. Il y a 15% qui ne savent pas la définir, mais à côté de ça, les personnes qui ont tenté de la définir, voilà, ça reste des termes qui sont encore méconnus, innovants et un peu fourre-tout. Et il y a seulement 19% qui évoquent la formation sur le handicap. Au niveau des différents impacts sur l'inclusion d'un professionnel neuroatypique sur la dynamique de groupe, majoritairement, les répondants vont dire qu'il y a des impacts perceptibles. Et surtout, ça va créer une entraide au sein de l'équipe, ça va favoriser l'innovation. Par contre, ça nécessite des ajustements organisationnels. Et ça, par rapport à ça, j'ai fait une analyse sur l'expérience des managers en santé répondants. Et en fait, il s'avère que les cadres de santé plus expérimentés, c'est-à-dire plus 5 ans d'ancienneté dans un poste d'encadrement, mettent plus de conditionnels. C'est-à-dire ils estiment que l'adaptation est possible, l'inclusion est possible, mais avec des conditions. Alors que les managers les plus jeunes vont dire oui, on y va, taillot. Voilà, donc ça c'est un petit graphique qui en fait met en lumière que 60% des répondants ont une expérience avec des professionnels neuroatypiques, ce qui est quand même assez important. Quand j'ai fait appel à tout mon réseau professionnel et à celui de mes collègues pour avoir des cadres de santé ou des professionnels dans cette situation, j'ai été submergée de réponses
de retours, de propositions, d'envie, en tout cas, de répondre aux questions et de témoigner de sa situation. Et ça m'a beaucoup surprise. Je ne pensais pas réussir à trouver autant de personnes de manière aussi rapide. Et les gens sont intéressés, ou ont envie de s'y intéresser, ont envie de comprendre et de se sensibiliser à ça. Sur ces 60% qui ont une expérience, 60% ont mis en place des outils spécifiques. Et dans ces 60%-là, 63% ont mis en place la communication avec l'équipe. Et il faut savoir que dans ces 63%, la majorité, c'est les cadres de santé les plus expérimentés qui ont mis en place une communication avec l'équipe et pas forcément des outils spécifiques. Donc, ils ont cherché plus à communiquer dans la situation. Voilà, donc tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Tout est une histoire d'environnement, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Ça, c'est un petit lien avec ma soutenance. On avait fait des liens par rapport, tout à l'heure, le docteur Richard Mornas nous parlait de cognition sociale. Et effectivement, l'intégration dans un groupe, la dynamique de groupe, notamment dans une équipe de soins, où la dynamique de groupe est très importante. À manager, ça peut être délicat. Il est important d'avoir une certaine cohésion, un collectif, mais c'est des défis cognitifs pour s'intégrer. Et quand une personne en face doit mettre en place cette communication, la connaissance des capacités, des limites de chacun, la volonté d'appartenance, de participation, plus ou moins, savoir se positionner, mettre en place des interactions plus ou moins régulières, de qualité ou pas, ça peut être très très prenant et on peut se retrouver avec des professionnels qui vont se couper de toute communication, sauf qu'au sein d'une équipe de soins, la communication est primordiale. Et ça peut être difficile à manager pour avoir un collectif soudé. Et donc, pour pouvoir faire, il faut croire en soi. Mais on croit en soi parce que quelqu'un d'autre croit en nous. Ça, c'est le philosophe Éric Préra qui le dit. Et ces professionnels décrivent tous la même chose. Ils ont besoin d'un regard extérieur bienveillant, pas uniquement sur la situation de handicap, mais en tout cas de valorisation. Quand ils parlent de super pouvoir, quand ils parlent de « mais moi j'ai plein de capacités, je sais faire plein de choses », alors c'est sûr que pour ça c'est un peu plus compliqué, mais par contre moi je sais faire ça vraiment très très bien. Et c'est une fois qu'ils sont intégrés dans l'environnement adapté à leurs capacités et à ce dont ils peuvent s'investir pleinement, là, ils vont pouvoir être complètement reconnus et eux satisfaits d'eux-mêmes et en face avoir un regard positif. Et là, ça va monter en puissance. Après, c'est pas magique hein, parce que évidemment l'hôpital et puis il faut pouvoir trouver un environnement professionnel adapté, un service adapté. C'est pour ça que les parcours sont très atypiques. Je refais le lien avec ce que disait le docteur Richard Mornas tout à l'heure sur les. C'est vrai que on a beaucoup parlé de TND, de troubles du neurodéveloppement. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de pérenne, d'inné, dans la neurodiversité, dans la neuroatypie. Et ça, le professeur Fournery en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a aussi toutes des phases de vie, des dépressions, le stress, l'angoisse qui peuvent générer des troubles cognitifs. Donc, plus ou moins permanent, plus ou moins intense en fonction des périodes, en fonction des environnements, en fonction des personnes et surtout des capacités d'adaptation. Et donc ça fait partie de la neurodiversité et on peut se retrouver à un moment donné face à un professionnel qui va avoir des troubles cognitifs générés par des situations de stress, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, puisqu'évidemment on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Et ça me permet de faire le lien sur ce coût de la compensation dont parlait le docteur Richard Mornas tout à l'heure, la fatigabilité, les efforts et la variabilité de ces capacités adaptatives. Dans la littérature, on parle de résilience cognitive, de plasticité neurologique, en tout cas. Tous les auteurs s'accordent pour dire que la modulation se fait en fonction de l'environnement, de la stimulation cognitive, de la motivation, de l'attention. Et
ce qui fait que si l'environnement et si tout ça autour n'est pas adapté, ça risque d'être compliqué pour la personne. J'avais eu des échanges avec quelqu'un qui m'avait expliqué un jeune qui a un TSA et, comme on le sait, c'est génétique, qui vit dans un environnement familial avec des parents avec un TSA, donc qui a des modes de communication adaptés les uns aux autres, et puis tout le monde finit par avoir un peu les mêmes métiers dans sa petite bulle, peut ne pas avoir été diagnostiqué avant très tardivement, puisqu'en fait tout est adapté autour de lui, et puis un jour il change de poste parce qu'il a envie d'évoluer dans autre chose, et là, pouf, ça explose. Ou alors, ce jeune aussi va vivre, par exemple, au Japon ou en Chine, et il s'avère que là-bas, regarder droit dans les yeux, c'est une marque d'irrespect, et vient un jour en Europe, et en fait, il est incapable de regarder dans les yeux, et nous, c'est un critère de diagnostic. Voilà, donc ça parle vraiment de l'environnement et dans lequel on évolue, et du contexte aussi de la société, de nos cultures aux uns et aux autres, qui vont aussi s'imbriquer dans tout ça et complexifier encore plus les choses. Pour ma conclusion, je vais vous parler un peu du contexte générationnel. Alors ça, c'est pareil autour d'échanges que j'ai eus avec les professionnels, notamment sur ces nouvelles générations. Je pense qu'on en a entendu parler beaucoup, Y, Z, Alpha. Ces nouvelles générations qui vont être plus ouvertes à l'authenticité, à dévoiler leurs émotions, à avoir envie d'exprimer et d'avoir des espaces de dialogue. Peut-être que ce contexte générationnel peut permettre une sensibilisation différente et d'ouvrir la communication autour de ce sujet, les diagnostics aussi évidemment. Voilà un petit lien avec le monde de la santé qui est très très féminin, donc on en a un peu parlé tout à l'heure avec la question d'Amandine. Effectivement, on est majoritairement des femmes dans les services de soins, ce qui complexifie d'autant plus les choses puisque les femmes vont compenser beaucoup plus leur neuroatypie, et ce qui peut amener au burn-out beaucoup plus facilement. Et puis le coming out, alors le coming out de sa neuroatypie, ça fait écho à la notion de handicap invisible et à la dissonance identitaire de ce besoin de parler de sa situation de handicap, mais en même temps la stigmatisation de la société autour de cette situation de handicap et des mots qui peuvent y être associés est quand même très négative. Donc on a envie d'en parler pour être aidé, pour être accompagné, mais en même temps on ne veut pas trop le dire, donc on essaye de compenser. Mais en attendant, ce coming out permet l'ouverture de la parole, permet la communication, permet la sensibilisation. Voilà, pour faire encore le lien avec le management, sur la fin, ce qui m'a percuté, ça a été, on parle beaucoup de management par les compétences, de cartographie des compétences, des compétences des professionnels. Et pourquoi ne pas compléter cette cartographie des compétences par une cartographie de la neurodiversité qui nous donnerait vraiment une image complète des professionnels et de l'équipe et la manière dont elle interagit ensemble. Et enfin, un petit plan d'action que j'avais proposé. Ce plan d'action, il est en lien avec la stratégie nationale d'accompagnement des TND qui est proposée par le ministère et les recommandations en parallèle sur développer une culture de la neurodiversité dans le service, donc se former, sensibiliser et parler, adapter ses pratiques managériales, préparer, observer, adapter, recommencer, valoriser les compétences spécifiques et le savoir expérientiel, s'appuyer sur les gens qui ont vécu, qui vivent et qui ont fait résilience et qui savent en parler, qui savent comment ça s'est passé. Ah, ça c'est la fin de mes 20 minutes. Et enfin, contribuer à l'évolution des pratiques. Merci. Pas de questions. Peut-être vous, mais au début de votre intervention, vous avez...
Pardon, Isabelle Danneau, directeur du pôle de santé publique. Je voulais savoir comment vous aviez identifié pour vous lancer dans cette démarche, parce que vous avez dit dès le début, il y avait 3 personnes dans mon équipe qui, voilà, et comment vous-même vous les avez identifiées? Alors, en fait, la question, c'est comment j'ai identifié la situation managériale compliquée liée à des neuroatypies au sein de mon équipe de 3 auxiliaires. Elle vient... La première identification, ça vient de la professionnelle qui avait des troubles mnésiques suite à un accident, puisqu'elle avait des difficultés à s'adapter aux nouveaux process. Quand il fallait mettre en place une nouvelle procédure, et en oncohématologie, on fait beaucoup de recherches à l'IHOP, et ce qui fait que régulièrement, on revoit les procédures, on revoit les méthodes d'accueil des enfants qui arrivent à l'HDJ. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle recherche qui était mise en place, elle avait du mal à refaire le fil à chaque fois. Donc c'est vrai que plutôt que de la laisser en difficulté, on a réfléchi tous ensemble à mettre en place des listes de tâches qu'elle ait face à elle pour qu'à chaque fois elle puisse cocher tac, tac, tac. Après, là où ça a créé des points de difficulté, c'est que les autres personnes du collectif disaient « mais moi j'en ai pas besoin, donc elle doit pas en avoir besoin ». En fait, on est tous différents. Et puis, elle en a besoin. Puis, et à côté de ça, la professionnelle qui avait un TDAH, elle est là depuis plus longtemps. Et en fait, après, c'est des observations du quotidien. Ces signes de TDAH autour de l'agitation, les problèmes d'attention, le bazar ambiant, étaient un peu compensés par ses collègues. Voilà, typiquement, ah oui, la salle de jeu, elle n'est pas rangée, oui, mais on sait. C'est normal, on va aller le faire. Ou on va lui redire 2-3 fois. Voilà, donc c'était habituel et compensé par ses collègues, et elle le savait, donc elle faisait le ping-pong entre plusieurs choses. Donc après, au final, pour elle, faire le ping-pong entre la zone d'accueil, la zone de soins, la zone d'accueil, la salle de soins, ça lui permettait, elle, d'être efficace dans son activité parce qu'elle ne faisait pas tout le temps la même chose. Mais ça pouvait mettre en difficulté ses collègues qui, elles, avaient besoin de faire que de l'accueil, que du soin. Voilà, donc tout ça, ça m'a beaucoup questionnée. C'est pas tant des questions, moi je m'autorisais à réagir, parce que j'ai trouvé votre intervention très riche. Alors il y a plein de questions sur génération, les effets générationnels et les managements, parce que je connais des alphas dans la tête qui ont 60 ans, oui. Et des oui, ça on est d'accord. 1920 qui ont 15 ans. Oui. Mais en même temps, ce que vous évoquez, c'est la question de la pression sociale, dans un monde où il faut en permanence être performant, et c'est comment tenir compte des particularités et des diversités, et sans stigmatiser, pour autant en étant capable d'adapter très vite la réaction. Alors par exemple, vous êtes force orange, vous. Moi, je suis force bleue. Ah oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il pourrait être pertinent pour des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement qui travaillent en situation sociale, sans qu'on soit dans, encore une fois, la stigmatisation, mais d'avoir un indicateur visuel qui permettrait d'entrée de jeu à la personne qui est en face d'elle, de situer la personne pour, d'entrée de jeu, adapter sa communication et être peut-être dans éviter tout de suite la question du parti pris ou du préjugé. Parce que une fois que vous avez dit quelqu'un, et une fois que vous avez dit qu'une personne est concernée par telle ou telle chose, ça diminue d'autant et ça fait d'autant. Mais au départ, il y a toute cette période où les personnes ne savent pas, où les gens compensent. Est-ce que si on était plus facilement transparent, je le dis parce que dans les sociétés anglo-saxonnes, ils sont beaucoup plus transparents que nous le sommes, d'accord ? Et je vois quand même que ça évite beaucoup de malentendus et que tout de suite, c'est des communications qui sont beaucoup plus positives, bienveillantes, et que ça évite toutes ces petites frictions qu'on peut voir parfois au quotidien. Si la personne est d'accord. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est une discussion qu'on a eue avec Laetitia Gignoux, d'HEH, c'est une référent handicap aussi au sein de l'établissement. Justement c'était sur le groupe Gardons Cap, par rapport aux appels de la veille, quand on est opéré au bloc opératoire, comment identifier les personnes en situation de handicap, parce qu'on s'est retrouvé plusieurs fois avec
des patients avec un TSA ou malentendants ou malvoyants qui arrivent jusqu'au bloc opératoire et c'est écrit, oui, c'est écrit dans un compte-rendu tout à la fin, à un moment donné. Et comme c'est pas le sujet de l'intervention du jour, ça peut... enfin, voilà. Et notre société est quand même très stigmatisante par rapport à la société anglo-saxonne. C'est une question qu'on s'est posée, effectivement, d'identifier les personnes avec une couleur, avec une étiquette. Mais pareil, ça fait aussi écho à la croix jaune, à l'histoire. Enfin, c'est quand même très lourd et porteur de sens. Par contre, il y a quelque chose qui nous est venu en discutant tous ensemble, c'est déjà juste demander à la personne quels sont vos besoins. Avez-vous des besoins? Et typiquement, juste une personne très anxieuse, forcément, la personne très anxieuse, quand elle va arriver au bloc le lendemain, elle va cognitivement être moins efficiente qu'une personne qui est pas du tout dans cette situation-là, ou alors qui aura déjà été habituée puis qui gère très bien la situation. Et l'anxiété va générer des troubles cognitifs. Et si la veille ou le matin, quand elle arrive, on lui dit quels sont vos besoins, vous avez besoin de quoi, et que là, elle dit moi, je suis hyper anxieuse, j'ai très peur de ça ou de ça, ça permet peut-être de commencer à identifier les choses. Voilà, c'était une discussion qu'on a eue à ce moment-là, mais effectivement, comment identifier, comment repérer. Et puis après, il y a le coming out de sa neurodiversité, et plus on en parle, et je vois des mains qui se lèvent, et plus on en parle, et plus ça fait parler, et plus on échange. Est-ce que tu as un conseil à des managers qui sont face à ces situations? Alors la question c'est, est-ce que j'ai des conseils pour les managers qui sont face à ces situations? De ne pas rester seul. Vous voyez aujourd'hui cette conférence qui est une chance de pouvoir se regrouper, se réunir. C'est pluridisciplinaire. Il y a des professionnels de tous les secteurs qui peuvent en témoigner, que ce soit sur l'accompagnement des professionnels dans leur situation de travail, l'ADAPT qui est avec nous aussi, les médecins, les managers. Donc voilà, pas rester seul, en parler, et vous allez vite vous rendre compte qu'autour de vous, d'autres managers se sont retrouvés face à des situations similaires. Alors déjà, en parler avec ses collègues, ça permet de prendre du recul sur la situation et de temporiser un peu les choses. On n'est pas des magiciens. Google, ça peut aider à comprendre aussi, pour déjà avoir une première idée. Et puis après, en fait, en faisant le lien du réseau, au fur et à mesure, on va se retrouver face à des gens qui vont pouvoir justement nous aider à accompagner la personne en face. Et la médecine du travail, évidemment. La médecine du travail. Oui. Alors moi, je ne me suis pas du tout du milieu, c'est grâce à mon amie Amandine que je suis là. Et en fait, justement, pour rebondir par rapport à cette question, est-ce que vous pensez que d'avoir une formation avec une personne comme vous qui explique au cadre ce que sont ces particularités, pour leur expliquer, parce que je me demande si les personnes qui justement ont ces particularités ont peut-être un peu honte, justement par rapport à notre société, d'avouer qu'elles ont ces particularités. Et est-ce que vous ne pensez pas que, enfin, ça se trouve ça existe, mais comme je ne suis pas du milieu, qu'il y ait des formations à votre niveau, aux encadrants, pour dire les difficultés que rencontrent ces personnes et inclure les points positifs, comme vous le disiez, pour que ces personnes se sentent plus libres et valorisées d'avouer ce type de particularité et qu'elles puissent être mieux accueillies par les membres de leurs équipes. Alors la question c'est, est-ce qu'il existe des formations ou est-ce qu'on peut imaginer des formations faites par les cadres de santé, pour les cadres de santé, ou par des professionnels de santé pour les professionnels de santé? Alors oui, ça existe, il y a des référents handicap qui sont formés par les référents des référents handicap. Je regarde Cécile.
Il y a l'ADAPT aussi qui fait des formations. Ouais, pas vraiment là-dessus, mais en tout cas, il y a des... Voilà, ça. Et puis après, des espaces comme celui-ci. Après, j'ai pas la prétention de dire que nous, en tant qu'aide de santé ou en tant qu'infirmière, on saurait tout expliquer à tout le monde. Bien au contraire, je pense que c'est vraiment un réseau qui doit s'installer puisqu'on a chacun nos forces et nos capacités et notre expérience qui vont pouvoir justement nourrir le dialogue et permettre une compréhension vraiment complète de chaque situation. Et puis déstigmatiser. Je vous plan de formation spécifiquement sur la question des... Le plan de formation des HCL ? Ouais, Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est remonté en ligne là. Ce serait bien que ça soit de tout l'encadrement des hospices civiques de Lyon et les services de santé au travail puissent être sensibilisés davantage à cette question de TND. Alors, en ligne, voilà, ce qui est remonté, c'est que tous les professionnels, les managers des HCL soient formés et sensibilisés à la question des TND et des neurodiversités. Ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais vous avez parlé de coming out de la neuroatypie. C'est un terme qui, je pense, prend de plus en plus d'ampleur. Et du coup, je me posais la question, comment accompagner concrètement un professionnel pour l'aider à faire son coming out? Alors, la question, c'est comment accompagner un professionnel pour l'aider à faire son coming out de sa neuroatypie. Alors, je pense que déjà, tant qu'il ne l'a pas décidé, c'est pas, nous, on n'a pas à le faire, en tant que cadre en tout cas, en tant qu'accompagnant non plus. Du temps, et puis des rencontres, lui permettre d'aller rencontrer la médecine du travail, de rencontrer les référents handicap, rencontrer les conseillers j'ai perdu le fil. Des conditions de travail, merci Sylvie, pour justement commencer à expliquer ces points de difficulté, quand bien même il y aurait un diagnostic ou pas, ce qui pourrait peut-être déjà l'amener à un diagnostic, à rencontrer des médecins qui sont experts dans ce sujet. Et en fait, une fois que le diagnostic est posé, que les choses ont été dites, ça permet de prendre déjà un premier temps de recul et la personne va faire son chemin jusqu'au moment où elle pourra ou pas faire son coming out, et si elle le veut. Le terme de avouer, moi, m'a marqué parce que, bon, je pense que je parle pas. Derrière avouer, il y avait comme, en tout cas, moi, stigmatisation, quelque chose de honteux. Et ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit collectif. Il y a cette honte derrière, comme certaines maladies comme le VIH, comme une maladie honteuse dont lesquelles on ne parle pas. J'ai l'impression que les TND, on est aussi un peu là-dedans. Tout la nécessaire besoin de formation, de faire évoluer les mentalités et d'accompagner les équipes. Oui. La question du plan de formation, Amandine fait écho au terme avouer sur le fait d'avouer sa neuroatypie, son TND qui est stigmatisé dans nos sociétés. C'est pour ça que ce terme avouer est sorti, je pense. Et donc la nécessité de sensibiliser, de déstigmatiser, d'autant plus que la neuroatypie, les troubles cognitifs, la neurodiversité peut être associée à une pathologie, une maladie ou pas. Enfin, c'est un mécanisme qui est soit inné, soit acquis, mais qui de toute façon est présent. C'est un mécanisme qui est particulier. Puis quand c'est un mécanisme acquis, que ce soit lié à un accident ou à une maladie ou juste à une phase de stress, on va tous réagir différemment. Et on aura des capacités cognitives différentes en fonction de la manière dont on a grandi, évolué et de notre environnement. Très bien. Merci encore, Charline. Et je crois que je vais inviter donc le docteur Aurélie Richard-Mornas, le docteur Alizé Finkemo, qui est médecin du travail au Centre hospitalier Lyon-Sud, et M. Le Goff pour la table ronde, avec Clémence Denis, mais le temps qu'elle nous retrouve. Hop.
Si, oui, vous restez. Vous me posez une petite question, il faut tout de suite... on peut amener des choses directement. On avait une petite question. Oui, la petite question, c'était de parler un petit peu des choses aussi positives, constructives et les perspectives. Et les manques, éventuellement. On commence par quoi? Le positif, le négatif? Bonjour. Alors, je te laisse commencer. Peut-être que tu veux commencer pour... Je te laisse. D'accord. Et puis après, je prendrai parce qu'il y a une petite chose à dire. Très bien. Déjà, je suis le docteur Fitmont Alizé. Je suis médecin du travail aux Hospices Philippe de Lyon et donc particulièrement sur le groupement hospitalier Sud. Je suis contente d'être là parce que c'est effectivement quelque chose, un sujet sur lequel qu'on aborde un peu en filigrane, mais qui est jamais spécifiquement abordé dans son intégralité avec toute la pluridisciplinarité qu'on a ici aujourd'hui. Et donc ça, je trouve vraiment ça très bien. Alors, je voulais en fait commencer surtout par rebondir sur les derniers échanges qui ont eu lieu sur la présentation d'avant, parce qu'en fait c'est quelque chose en tant que médecin du travail auquel on est confronté quand on reçoit des personnes qui ont des neuroatypies ou en tout cas des difficultés avec des troubles du neurodéveloppement et qui sont en poste ou en arrêt de travail. En fait, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu du diagnostic, effectivement, qui prend un certain temps, avec des parcours diagnostiques très variés en fonction effectivement s'ils ont été diagnostiqués dans l'enfance ou alors plutôt à l'âge adulte. Voilà. Je dis que c'est des femmes majoritairement. Voilà. Et donc effectivement, il y a cette temporalité-là du diagnostic et des parcours très variables d'une personne à l'autre à prendre en considération. L'acceptation de ce diagnostic, on le disait avant, c'est stigmatisé, l'acceptation de son propre diagnostic et ensuite, nous, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps aux personnes, c'est en fait, quand on a un handicap, on n'est pas normalement tenu de dire le diagnostic, on n'est pas tenu de dire, en fait, le détail de nos difficultés. Normalement, on peut dire, on met tel aménagement en place et c'est mis en place sans questionner la raison médicale. Et là, on est face à des problématiques qui nécessitent que la personne, pour se faire aider, pour se faire accepter, en dise beaucoup. Et puis vraiment beaucoup plus, parce qu'on va rentrer dans chaque petite atypie de la personne, chaque petite problématique qui lui pose problème au travail. Et donc là, on rentre vraiment dans l'intime. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude normalement. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc je réponds pas à la question. je suis désolée, mais peut-être que du coup je vais je voulais juste faire ce petit focus là et du coup je vais te redonner peut-être la parole pour faire passer. Oui. Je ne vais pas non plus répondre à la question. Donc Clémence Denis, je suis référente handicap et maintien en emploi au sein des Hospices Civils de Lyon. Et du coup, je voulais repartir aussi de la question de l'acceptation parce que du coup, par rapport à ce qu'on se dit là, on voit qu'il y a besoin de lieux pour pouvoir le faire aussi. Et donc du coup, si on regarde un peu le travail au niveau des institutions, des entreprises, c'est effectivement de favoriser des lieux qui permettent ces lieux où on peut effectivement se livrer, en parler. Donc on a ce jour ici, on a par exemple ce type d'événement dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est vraiment des opportunités pour pouvoir aborder cette question. Et on a des lieux en fait au sein même des services.
Et c'est là où effectivement l'accompagnement par une tierce personne, alors le référent handicap, le conseiller conditions de travail, le conseiller formation carrière, l'assistante sociale du travail, des fois peut venir aider le manager et l'agent. Parce que des fois, dans ces situations, on voit bien jusqu'où je vais en tant que manager, dans les questions que je peux poser, et à l'inverse, moi, en tant que professionnel, qu'est-ce que je vais en dire de ma situation. Et c'est aussi pour ça que l'ADAPT est là, nous, pour le coup, un partenaire, parce que ce travail d'élaboration pour effectivement parler de sa situation est hyper important. Et ensuite, je ne parle pas non plus du travail qui est fait au niveau du diagnostic sur ces questions de tâches. Je vais juste reprendre 2-3 éléments par rapport à Sophie et Laureline tout à l'heure qui ont témoigné de leur situation. Dans la situation de Sophie, par exemple, on voyait qu'il y avait des tâches comme, ça paraissait bête, les notes de frais. Alors, je donne ça parce qu'on en a parlé avec elle et du coup, c'était ce qui était très compliqué. Et à l'inverse, une activité très complexe ou quelque chose vraiment au niveau du travail qui est attendu par rapport à un arc, là, ça allait très vite. Et donc, du coup, là, il faut effectivement déjà prendre du recul sur la situation et ensuite voir quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'organisation pour lui permettre effectivement de faire de cette tâche quelque chose qui est possible, la rendre capable. Et donc, le travail au niveau du référent handicap, et on est dans le cadre de la semaine européenne, c'est bien de faire ce lien de jusqu'où on peut aller, comment on peut déplacer les choses pour effectivement permettre ce compromis. C'est un compromis, on est bien d'accord, fragile. Et toi, tu le dis sur ta première situation, avec tous ces professionnels que tu accompagnes, on voit qu'il y a une espèce d'organisation, c'est fragile, mais ça tient. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, c'est mouvant. Donc, c'est là où on voit que le rôle du manager dans cette situation est aussi important. C'est aussi pour ça qu'effectivement, ces lieux, c'est aussi des lieux de formation parce que, on peut pas être formé à tout. Mais donc, du coup, s'intéresser à ces questions, c'est super important. Avoir des ressources qui permettent effectivement de prendre du recul sur ces éléments, c'est hyper important. Et donc, voilà. Et donc, on est dans cette question de trouver le compromis qui permet effectivement même que l'activité soit même meilleure. Parce que ça, on n'en a pas parlé aussi, et c'est mon point de fin sur mon intervention. Je me suis prise le temps de faire ma petite intervention. Mais on peut aussi re-questionner comment ça peut être mieux. C'est-à-dire que dans la situation qu'on a vue au tout départ, je reviens vraiment il y a quasiment 3 heures, Laureline, elle a questionné l'évaluation du travail. Parce que pour elle, il n'y avait pas de sens dans comment on évaluait son travail. Mais en fait, quand on re-questionnait l'ensemble du collectif, c'était aussi questionnant. Et donc, ils ont fait aussi un travail de comment on évalue le travail des professionnels. Et du coup, ça permet aussi d'optimiser, de rendre plus efficient l'organisation. Donc, en fait, on en fait une ressource et un levier de transformation. Pas toujours, on est bien d'accord. Mais si on le voit comme ça aussi, c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai terminé sur ce que je voulais dire. Je rebondis juste à ça. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que Sophie, elle a fait re-questionner l'organisation. En fait, dans les situations des professionnels neuroatypiques, ça arrive très souvent. Comme le regard est différent, le regard est décalé, le regard est... Et ce regard-là, c'est un peu comme l'IA. L'IA en ce moment. L'IA, c'est obscur, ça fait peur à tout le monde. Soit on essaye de s'y intéresser et de le comprendre un petit peu, soit on se dit c'est forcément, on ne connaît pas, ça fait peur, donc j'y vais pas, donc je le mets de côté. Et là c'est un peu la même chose, parce que de toute façon, le cerveau de la personne qu'on a en face, et ça je pense que les médecins vont me le confirmer, on ne le comprendra jamais complètement. Malgré tous les IRM, tous les scanners, de toute façon, on ne peut pas comprendre une personne entièrement et son fonctionnement cognitif, on ne le comprendra pas de manière complexe. Mais son regard différent, plutôt que de voir ça comme une violence en se disant « oh là là, mais il est en train de remettre en question toute l'organisation qui est... ça a toujours été comme ça et c'est comme ça », ça peut aussi servir à se dire « ah oui, c'est vrai, pourquoi pas, ça peut être une idée, on peut essayer, voilà ». Non, peut-être d'aller dans le même sens, mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté peut-être sur les difficultés depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on trouve qu'il y a des solutions qui sont trouvées, et pour une personne, généralement, le collectif en bénéficie. Oui. Ce qui permet aussi d'intégrer mieux la personne souvent, parce que d'une difficulté, c'est plus une difficulté, parce que ça aide les autres membres de l'équipe. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement dans les entreprises quand même. Et ça, c'est positif.
suis désolée, hein, je vais remettre un petit peu de difficulté dans tout ça. En fait, ce que moi je remarque, c'est que c'est très dépendant de l'environnement de travail et effectivement des personnes qu'on a en face et de l'encadrement qu'on a en face et des collègues qu'on a en face. En fonction du fonctionnement d'équipe et en fonction du manager qu'on a et de ce qu'il y a au-dessus du manager aussi, et ben on va pas avoir les mêmes difficultés pour mettre en place ou les mêmes possibilités de mettre en place des solutions qui soient viables et qui soient OK pour tout le monde, parce que quand on a une structure qui est plutôt rigide ou alors on est en milieu de soins, typiquement quand on a une équipe qui est en sous-effectif avec un manager qui est sous pression, en fait là on peut plus rien mettre en place parce qu'en fait on n'a pas de marge de manœuvre. Et ça, c'est du coup quelque chose qui, même si on a beau avoir toute la bonne volonté de tout le monde, va pouvoir, va mettre en difficulté les solutions qui sont envisagées. Par contre, quand on a un environnement qui est plus flexible, avec du temps d'analyse et du temps pour revoir, pour faire les changements nécessaires, l'effectif aussi qui permet les adaptations. Enfin, typiquement, l'aménagement qui a été évoqué en première partie, je pense que toutes les équipes ne peuvent pas se permettre de réduire le périmètre d'action de tous les arcs. Voilà. 80%, c'était une réduction, non, c'est là où il y a une petite... Oui, mais du coup, le 20%, il est compensé comment? Ah bah, parce qu'elle est à 80%. Enfin, petit. Dans le sens, c'est un temps partiel, c'est un temps partiel de droit. Oui. Et donc, mais par contre, effectivement, c'est pris dans la masse en fait du service qui est ventilé, mais comme un 80% en fait pour autre raison. Il y a des services, oui, bien sûr. Oui. Mais il y a des services qui peuvent se permettre cette réduction de temps de travail. Et c'est très bien, et heureusement, et il faudrait que cette flexibilité-là soit possible de partout, mais ce n'est pas le cas partout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire au cadre de santé que le service, il y a des ETP en moins dans beaucoup de services et des arrêts plus ou moins longs, mais en tout cas, il ne faut pas attendre le moment idéal avec un nombre d'ETP à 100% avec tout le monde présent parce que ça n'existera jamais. Ça, c'est une certitude. Donc, l'aménagement, après, on tricote, mais pas tricoter tout seul parce que tout seul, ça crée une charge énorme sur le cadre et sur le manager et on ne peut pas porter ça seul. Mais en tout cas, se servir de ressources et des personnes qui sont en face et notamment si on reçoit la notification d'aménagement pour le professionnel en question, on peut très bien discuter avec le médecin de la médecine du travail, les conseillers en conditions de travail pour justement dire alors attendez, moi, il doit faire ça, mais je fais comment? Mon service, c'est ça, parce qu'il faut se dire qu'en face, voilà, ces professionnels-là n'ont pas du tout conscience de nos organisations de travail qui peuvent être dans certains services très, très, très pointues et spécifiques et différentes d'un étage à un autre ou même de la porte d'à côté. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur la stigmatisation dont on a parlé tout à l'heure, parce que moi, de l'autre côté, en tant que médecin, quand on avance dans la démarche diagnostique et qu'après, ils arrivent à la question, mais concrètement, maintenant, qu'est-ce que je fais? La démarche d'aller faire un dossier MDPH, d'aller vers une RQTH, c'est compliqué. Donc, nous, on essaie de les sensibiliser, d'expliquer ce que ça signifie, qu'effectivement, c'est une démarche qui demande beaucoup d'énergie, mais qui peut justement ouvrir des portes derrière, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés vis-à-vis de ça, en se disant mais si je fais cette démarche, je vais être mise dans une case, je vais avoir ce statut de handicap collé, et du coup après comment je fais
pour avancer de façon pertinente, dynamique et constructive. Ils ont peur qu'au contraire, ça les dessert et que ça les freine dans leur évolution, dans leur carrière, dans l'insertion. Donc nous, on a vraiment ce rôle-là aussi de les sensibiliser, de les orienter, et ça se fait beaucoup en lien, en équipe, avec le médecin du travail, les référents handicap, et ça c'est important d'avoir dans un service la possibilité de pouvoir échanger dans ces démarches pour pouvoir rassurer aussi le patient vis-à-vis de cette démarche vis-à-vis de la MDPH. Il y en a encore beaucoup qui se freinent énormément, qui ne vont pas, qui passent pas le pas. Sachant que, par exemple, au sein des hospices civils de Lyon, les assistantes sociales du travail peuvent aider à faire le dossier, parce que c'est un dossier qui est quand même pas simple. C'est beaucoup d'administratifs, et donc là-dessus on a aussi un accompagnement là-dessus qui est aussi hyper important. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est la question de l'anticipation, c'est-à-dire que là dans les situations qui ont été exposées, en fait on voit que quand la situation, en tout cas elle est évoquée, on a des lieux de régulation pour parler des besoins d'adaptation, dès qu'il peut avoir par exemple une augmentation de l'activité et donc il y a un déséquilibre, c'est quand même mieux pris en compte. Alors que dans une situation où en fait on est déjà dans une situation de crise, il y a déjà une situation de rupture dans un service, aussi bien avec les collègues qu'avec l'encadrement, malheureusement dans ces situations c'est difficile de rattraper. Parce qu'il y a beaucoup de choses après personnelles qui peuvent aussi être données à voir. Et généralement, c'est peut-être lié finalement au travail où voilà, il y a eu un changement d'organisation, il y a eu une augmentation de la charge, il y a eu un absentéisme. Et donc le fait que ça soit un minimum un peu anticipé, ça permet effectivement de le prendre en compte. En fait, on rend visible quelque chose d'invisible, mais qui est important parce que sinon on le perd en fait de vue. Oui, puis c'est souvent plus simple de faire ces démarches-là, justement, quand les choses sont plus stables. C'est-à-dire pas attendre une situation de crise, d'être dans l'urgence, d'être un peu dans la panique et toute la charge émotionnelle que ça va engendrer de façon réactionnelle. Donc, de plutôt le faire sur une situation où, voilà, on anticipe, on pose les choses. On s'en saisira ou on s'en saisira pas, peu importe, mais au moins on est dans une démarche qui est constructive et où après ça permet de débloquer si la situation en a besoin. Et je dirais même s'appuyer sur les regards extérieurs, sur les nouveaux professionnels qui arrivent, parce qu'on sait que dans les services de soins, le turnover est très important, permet d'avoir des petits rapports d'étonnement, pas forcément formalisés, mais parce que très souvent, on a le professionnel que tout le monde connaît. Il est comme ça. Oui, il est comme ça depuis toujours, il faut faire avec. Oui, il dira pas bonjour. Regardera pas dans les yeux. Bon, lui, on va le mettre là. Et en fait, c'est des mécanismes de compensation qui vont se mettre en place chez l'individu, mais aussi au sein de l'équipe, et qui, à un moment donné, peuvent alourdir ou alors générer la situation de crise parce qu'il y a du sous-effectif ou parce que les process changent ou parce que les organisations évoluent. Et du coup, re-questionner ah oui, mais c'est comme ça depuis toujours. Ça peut permettre peut-être d'amener cette personne-là jusque la médecine du travail et mettre en place des choses avant que ça n'explose. Je voulais juste rebondir sur la question du dossier MDPH. Je pense que c'est aussi révélateur de notre société qui voit le mot MDPH ou handicap comme quelque chose de forcément lourd, de forcément négatif pour le coup. Je pense que si la société en était plus ouverte, et si au fond la MDPH, d'ailleurs c'est sa mission, c'est d'ouvrir des droits, c'est pas de fermer des portes, mais c'est vrai que il faut, c'est pas simple, un dossier MDPH c'est pas simple, c'est le regard de la société, c'est un dossier administratif à faire, c'est plein de pièces, c'est très administratif quand même. En même temps, il y a des pays qui n'ont pas ce type de système aussi, et les gens ne s'en portent pas mieux, au contraire. Donc, c'est comment on arrive à faire passer le message, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, à des enfants, des jeunes adultes, sur le fait que ça va ouvrir des portes, ça devrait ouvrir des portes, ça ouvre des droits, et qu'on n'est pas obligé d'utiliser ces droits, et on n'est pas obligé de le dire. Par contre, dire l'impact du handicap ou de la situation de santé sur ma situation de travail, ça, par contre, il faut le dire. On n'est pas obligé de dire qu'on est TSA, on n'est pas obligé de dire qu'on est neuroatypique, voilà. Mais c'est vrai que c'est une culture, et on n'est malheureusement pas encore complètement dans cette culture-là. Et puis aussi, la diversité, ça peut vouloir dire difficulté, mais ça veut dire aussi on est différent, et donc plutôt la richesse naît de la différence a priori quand même. C'est ça.
Et puis, ce dossier RQTH, finalement, fait partie du processus, en fait, aussi d'acceptation. Et, en fait, je parlais tout à l'heure de temporalité. Entre le moment où on met en évidence les difficultés et jusqu'à l'adaptation et finalement l'inclusion de cette différence, ça doit passer par là, et je pense que c'est important dans le cheminement aussi de la personne et puis de l'environnement et des collègues et du collectif. C'est un temps à part. Le souci, c'est que souvent, les délais sont quand même assez longs, même si ils essaient de réduire les délais. Et c'est vrai que souvent, finalement, la situation, elle devient presque urgente. Enfin, il y a une urgence à résoudre la situation. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a bien, on parle beaucoup de RQTH, mais il n'y a pas que ça. Si on fait simple, il y a beaucoup de gens qui font une RQTH, et en fait, avec ça, ils n'ouvrent pas forcément de droit par rapport à ce dont on discutait tout à l'heure. Donc c'est aussi ça, il n'y a pas que les RQTH, il y a aussi toutes les autres demandes qu'il faut bien notifier, demander, etc. Et ça prend du temps, mais il y a plein de choses qu'on peut faire entre-temps. À partir du moment où le dossier est déposé, on a quand même beaucoup de possibilités déjà d'engager des démarches. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que effectivement les délais sont actuellement très longs. Donc s'il fallait attendre la notification finale, on perdrait encore plus de temps. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Sur les abus spécifiques, vous avez parlé de sensibiliser le collectif quand on met en place les abus spécifiques. Donc j'imagine que l'abus spécifique, on peut le mettre en place à partir du moment où on a déposé le dossier MDPH. Alors oui, mais en plus, c'est pas forcément par la MDPH que se fait la demande de l'appui spécifique, c'est l'intérêt. C'est par, soit directement, en l'occurrence, par les référents handicap des HCL. Donc, du coup, forcément, ou Cap Emploi qui est présent aussi. Et voilà. Donc, forcément, pour le coup, c'est plus simple à mettre en place. Voilà. C'est plus rapide. Et la sensibilisation du collectif, ça se fait comment ? Ça, c'est dans le cadre des modules proposés. Alors ça peut être dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres aussi, spécifiquement. Nous, par exemple, à ADAPT, on a des formations, des sensibilisations sur tel ou tel type de handicap. On le fait. Je pense que quand on parlait tout à l'heure de sensibilisation un peu à un niveau large, c'est pas dans le cas des appuis spécifiques. L'appui spécifique, c'est vraiment comment, en discutant avec le collectif de travail, on explique. Mais c'est une sensibilisation vraiment autour de la personne. Oui. Quand on dit autour, c'est vraiment travailler avec elle de ce qu'elle a envie d'en dire, de la situation. Mais c'est apporter des éléments. Et donc, suivant finalement le professionnel, on peut faire des choix. Est-ce qu'on parle du trouble en tant que tel ? Est-ce que c'est beaucoup plus large ? On peut ne pas en parler aussi, mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on peut a priori se dire que c'est une mauvaise chose d'aller parce que ça amène de la stigmatisation. En tout cas, moi, quand j'accompagne, c'est un peu, mais je parle vraiment de ma pratique, je suis pas toujours très certaine, et par l'expérience là de Sophie, on voit en tout cas que ça a vraiment facilité finalement les liens avec son collectif, mais c'est pas toujours le cas, mais en tout cas dans cette situation, ça a participé. Après, je fais le lien parce que du coup au plan on n'a pas des choses, mais on travaille avec Fine à l'heure actuelle aussi. Je regarde Amandine dans les yeux. Qui aussi intervient auprès des services. Là, la médecine de santé au travail a été formée sur ces questions. Enfin, voilà, on tend effectivement à développer des connaissances. On a aussi des webinaires qui sont disponibles. Il y a des petites choses, le webinaire qu'on a fait aujourd'hui, mais il y a aussi du distanciel. On a je sais comment on s'appelle ça, on a une plateforme avec des vidéos, on a un certain nombre de choses. Mais voilà, après, c'est toujours trop d'informations tue l'information. Et du coup, il faut pouvoir réussir à capter tous ces éléments. Il y avait une question du coup en ligne. Donc, si pas de diagnostic, donc je comprends que si le diagnostic n'a pas été posé aux jeunes, enfants, probablement adultes, s'interrogent sur la démarche et où la faire. Alors, la démarche, elle peut être faite auprès
tous les professionnels qui sont sensibilisés aux troubles du neurodéveloppement. Alors j'en oublie beaucoup, mais la grande majorité des professionnels qui sont sensibilisés à ce type de diagnostic, c'est les psychiatres, les neurologues, mais il n'y a pas que eux. Il y a de plus en plus de médecins généralistes qui se forment et qui sont sensibilisés parce que finalement ils y sont confrontés dans leur pratique, quel que soit l'âge. Donc il y a énormément de formations qui sont proposées. Alors nous en lien avec l'université Lyon 1, mais voilà, sous d'autres formes pour pouvoir aussi accompagner nos pairs dans cette formation. Donc en tant qu'adulte non diagnostiqué, déjà d'en parler avec son médecin généraliste, c'est la première étape. Et puis très souvent, il y a quand même un réseau de soins local. On reste à privilégier dans son département les différents interlocuteurs qu'on va solliciter. Et ça peut être des psychiatres, des neurologues, des pédopsychiatres, tout dépend de l'âge en fait de la personne. Il y a aussi des fois des accompagnements qui se font tout simplement parce qu'ils ont été adressés par des psychologues ou des neuropsychologues qui sont sensibilisés à ce type de diagnostic et vont faire ce qu'on appelle des pré-diagnostics et puis qui vont demander effectivement à avoir un médecin spécialisé derrière. Donc la démarche, elle peut paraître un petit peu complexe. Nous, on a essayé en tout cas de la rendre plus lisible parce que c'est des fois compliqué pour les patients de s'y retrouver. Donc pareil, sur la page internet des hospices de Find, vous avez un petit peu cet organigramme et comment guider un petit peu les patients dans cette démarche. Ce qui est intéressant dans les échanges que j'ai pu avoir pour mon mémoire, c'est la notion de savoir expérientiel. En fait, les professionnels neuroatypiques qui sont passés par là rencontrent d'autres professionnels un peu sur les mêmes schémas et quand il y a des partages autour de leurs expériences à chacun, ça nourrit, ça crée un réseau les uns aux autres et ça facilite l'expérience du suivant. Et donc pourquoi pas se rapprocher d'associations, de fédérations, de groupes d'échange, de visio, de webinaires, où il y a d'autres personnes concernées. Si le professionnel a un doute, si le professionnel se remet en question et ça permet déjà de donner des premiers éléments et de commencer à discuter de sa situation et de ses difficultés sans chercher tout de suite à avoir le rendez-vous avec l'expert médical. Je vais juste apporter un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup, on affiche beaucoup ce type de diagnostic. Et l'idée, c'est pas non plus de poser des diagnostics à tout le monde. Non. On a tous nos particularités, on a tous nos différences, comme on l'a dit. On n'est pour autant pas tous en situation de trouble. Quand on parle de trouble, ça veut dire qu'effectivement, on est en situation de handicap et que ça a un impact dans notre vie, et ce de façon multiple, comme je vous l'ai dit, dans les différents environnements dans lesquels on est confronté. Il y a des personnes qui s'ignorent porteurs de troubles, mais qui sont en réussite, qui sont épanouis, qui se sentent bien dans leur quotidien. Donc juste cette vigilance-là, c'est qu'on a tendance des fois aussi à vouloir poser des étiquettes un petit peu sur les particularités de chacun, mais faut toujours revenir un petit peu à cette question principale, c'est comment je me sens, est-ce que ça a des conséquences, est-ce que ça a un impact, est-ce que j'ai réellement des difficultés dans mon insertion socio-professionnelle et personnelle. Voilà. Parce que sinon on est face à des diagnostics, et puis après qu'est-ce qu'on en fait? Et après c'est pas anodin non plus de vivre avec des diagnostics qui ont été posés alors que la personne n'était peut-être pas préparée à cette démarche-là. Oui, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est finalement une personne qui dans un environnement donné, peut être totalement adapté et donc du coup ne ressentir aucune difficulté et pour autant avoir effectivement une pathologie, un trouble du neurodéveloppement, mais en tout cas qui ne s'exprime pas du tout. Et à l'inverse, quelqu'un qui choisit une voie qui finalement n'est pas adapté professionnellement et du coup qui se retrouve en difficulté et en souffrance un petit peu pendant des années et des années jusqu'au jour où c'est mis en évidence parce qu'il y a eu le diagnostic. Et ça peut amener d'ailleurs à des réorientations professionnelles complètes quand l'environnement de travail
malheureusement ça arrive, n'est pas aménageable suffisamment pour que la personne se sente bien et puisse s'épanouir professionnellement, parce que c'est quand même hyper important de s'épanouir. Et donc des réorientations et des aménagements, d'où l'importance aussi que l'ADAPT ne soit pas que... Il n'y a pas que l'ADAPT qui fait ça, mais en tout cas que tout ce qui est accompagnement du handicap ne soit pas uniquement sur le poste de la personne, mais puisse s'ouvrir à l'extérieur. Alors ça peut être en intra à l'entreprise, mais à l'extérieur de manière générale, en tout cas sur la réorientation professionnelle si besoin. Je crois qu'on va arriver tranquillement au terme de cette table ronde. Déjà, vous remercier toutes et tous pour la qualité de l'intervention. Merci. Merci Michel Civil pour l'organisation de cette journée qui s'est quand même bien déroulée malgré les petits aléas techniques. Et merci à vous de votre présence aussi, parce que il y aurait encore plein de choses sur lesquelles on voudrait, parce qu'il y a plein de choses que je voudrais lâcher après, mais je pense qu'il est urgent de passer d'une culture de l'égalité, parce qu'en France c'est très une culture normée, normative, et une culture de l'équité. L'équité, c'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est mettre au niveau, et c'est pas effectivement araser, on a souvent un peu l'habitude de le faire. Donc si vous êtes là, vous allez, j'espère, contribuer à faire changer les mentalités pour permettre effectivement aux personnes concernées d'être beaucoup mieux insérées, travailler effectivement au quotidien, donc avec tout ce qu'elles peuvent apporter comme richesse. Merci. Indépendamment de l'âge. Je vais encore poser une question, parce que moi ça me parle. Je vais pas aller, non, je parle. C'est bien cette conclusion. Quand vous avez dit le cadre, les cadres d'un certain âge, elles disent OK, mais sous condition. Est-ce que ces cadres jeunes, ça veut dire quoi sous condition? C'est la condition d'égalité, justement. Il ne faut pas en donner trop pour que ça soit effectivement égal par rapport à. Non, c'est plus l'expérience, je pense, d'avoir adapté le management et qui, du coup, elles disent oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. C'est bon, j'ai fini. À l'inverse, c'est elles qui mettent en place des lieux d'échange, qui est aussi un élément favorisant. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi les gars avec plus de 5 ans d'expérience qui vont être plus dans la communication autour de ces sujets-là. Clémence? Ok. Merci. Okay. Merci à tous. Merci. Bonne journée.